Bonjour à toutes et à tous. Je crois que tout le monde a réussi à rentrer, c'est une bonne nouvelle. Je me présente, je suis Thomas Sabatier, cofondateur de The Chatbot Factory. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plutôt à la mode, parce qu'il est nouveau, il intrigue beaucoup. On va essayer d'aborder le sujet des chatbots et de l'intelligence artificielle associée à la relation client. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vision assez claire et assez honnête de l'écosystème chatbot, des chatbots en général. Et à la fin, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Donc on va garder un petit peu de temps. Si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur ou que vous voulez aborder, on pourra les traiter à la fin. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'être efficace et d'aller à l'essentiel et de pouvoir garder un petit peu de temps derrière pour favoriser l'échange. Alors si vous voulez vous abonner aux actualités qu'on peut poster sur notre Twitter, c'est les deux Twitter qui sont à votre disposition. On parle que de chatbot, donc si vous êtes intéressé par le sujet, c'est peut-être intéressant de vous abonner. Alors première chose, je vais présenter The Chatbot Factory pour que vous compreniez un petit peu notre vision et ce qu'on est sur le marché, comment on se positionne. Donc nous, on est spécialisé dans les chatbots, on fait que ça. On accompagne donc des entreprises sur le design, le développement et l'entraînement de chatbots dits intelligents, apprenants et multiplateformes. Intelligents pourquoi? Parce qu'ils sont dotés d'une intelligence au niveau de la compréhension du langage naturel et d'autres typologies d'intelligence artificielle. Apprenant parce qu'il y a un effet justement d'apprentissage grâce à ces algorithmes, et multiplateforme puisqu'on a la possibilité de déployer des chatbots sur l'ensemble des plateformes marché, plateformes conversationnelles ou des plateformes propriétaires, sites web, applications. Alors aujourd'hui, on va parler des chatbots. Chatbots, je suis sûr que si vous êtes là, c'est que vous en avez déjà entendu parler, vous êtes plus ou moins aguerris sur le sujet. Je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà bien le sujet, je vais reprendre les bases. Donc chatbot, on revient à l'étymologie du nom. Chatbot, c'est un robot qui est capable de parler, donc c'est la contraction de deux termes, chat, parler en anglais, et robot, donc c'est un robot qui parle. Les chatbots sont souvent présentés comme étant une nouvelle typologie d'interface, très innovante, très intuitive, et le PDG de Microsoft est même allé jusqu'à dire que cette interface sonnait la fin des applications mobiles à plus ou moins court terme. Et a annoncé en 2016, dès le début des chatbots, a annoncé la fin des applications mobiles d'ici à 5 ans. Alors je vais essayer d'éclaircir un petit peu cette punchline et de vous donner une bonne idée de ce qui est capable de faire un chatbot, et comme ça vous pourrez aussi vous faire votre propre avis sur la bataille qui peut exister entre les sites web, les applications et la nouvelle typologie d'interface que sont les chatbots. Un chatbot, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui va imiter le comportement d'un humain. Et là, c'est très important. La machine commence à imiter le comportement de l'humain. Et qui va être capable, sur un canal voix ou texte, de répondre à des questions qui sont des questions posées par un utilisateur et qui vont être identifiées par le bot et pouvoir derrière proposer une réponse qui est une réponse pré-enregistrée, pré-écrite. Alors, il y a plusieurs typologies d'interfaces. Il y a bien sûr la première interface, c'est les chatbots dits texte. C'est des chatbots qui prennent vie sur Facebook Messenger, par exemple, sur un site web. Le canal, c'est le messaging, donc c'est une application de messagerie sur laquelle vous allez pouvoir, au même titre que vous avez l'habitude d'échanger avec vos amis librement en langage naturel, vous allez pouvoir échanger avec cette intelligence artificielle, lui poser des questions, et si elle a la réponse, elle vous la donnera de façon automatique. Il y a une deuxième typologie d'interfaces qui sont toute la famille des interfaces voix. Ces interfaces-là sont annoncées comme étant la grande révolution que tout le monde attend. Nous, on a une vision qui est un peu différente, qui est que la voix est un canal effectivement très naturel, et c'est un moyen très naturel d'interagir avec une machine. Mais ça reste une interface qui est réservée à des environnements dans lesquels on a énormément d'intimité. La voiture, par exemple, la maison, et tous les endroits dans lesquels on a la possibilité d'être seul et donc de pouvoir avoir un échange audible et compréhensible, soit avec un humain, soit avec une machine.
Donc la voix, effectivement, c'est un moyen très simple d'interagir avec la machine, mais réservé à des environnements un peu particuliers. On a vu les typologies d'interface, maintenant on va voir les typologies de bots. Il y a beaucoup, moi, dans mon quotidien, je rencontre énormément d'entreprises, énormément d'enthousiastes sur les interfaces conversationnelles. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de confusion autour des différentes familles de chatbots. Alors là, je vais essayer de vous donner les clés pour repérer quelle typologie de chatbot vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser et de pouvoir remarquer la différence entre les divers typologies de chatbots. Premier chatbot, c'est ceux qui ont vu le jour le plus rapidement sur Facebook Messenger, par exemple. C'est des chatbots qui sont construits sur des architectures type art de décision. Alors en général, dans ces chatbots, il y a assez peu d'intelligence, voire pas du tout d'intelligence. La particularité de ces expériences, c'est que le bot mène la conversation et que l'utilisateur se positionne plutôt dans un comportement passif. On est dans des flows qui sont très contraints, très verticaux, dans lesquels on a assez peu de flexibilité sur les étapes de la conversation. Le bot parle, vous répondez, vous choisissez parmi les possibilités qui vous sont offertes par le bot. Ce type d'interface, ça ressemble beaucoup à ce que vous pouvez avoir comme parcours client sur des applications mobiles ou des sites web. On a un enchaînement d'étapes qui est prédéfini et en fonction de l'étape précédente, vous avez accès à une nouvelle étape. Alors là, normalement, il y a des vidéos, elles ne marchent pas, mais c'est donc un exemple d'une réservation, donc d'un chatbot qui est développé pour prendre une réservation au restaurant. Quand on déroule l'expérience de haut en bas, on a un temps de réservation sur cette fonctionnalité simple qui est de 41 secondes. Retenez-le. Sur une expérience donc dite non linéaire, c'est une nouvelle famille de chatbots. C'est des chatbots qui utilisent de l'intelligence artificielle, notamment de l'intelligence artificielle associée au traitement automatique du langage. Alors, le traitement automatique du langage, c'est quoi? C'est un algorithme d'intelligence artificielle qui est capable de transformer un input texte proposé par un utilisateur, donc un humain. Vous allez proposer donc cette phrase au bot. L'algorithme va le traduire en un ensemble d'informations qui sont lisibles par la machine. C'est ce qu'on a sur la droite de l'écran. Avec deux typologies d'informations qui sont identifiées. Premièrement, les intentions. Et ça, c'est quelque chose de clé dans l'univers des bots. C'est l'intention de l'utilisateur. C'est en général l'action sous-jacente à la phrase. Donc c'est le sens qu'on va donner à la phrase et l'action qu'on va décrire grâce à la phrase. En l'occurrence ici, l'utilisateur a envie de réserver une table au restaurant. L'intention qui a été repérée, c'est Restaurant Booking. Ces intentions, c'est notre rôle en tant que chatbot maker, de pouvoir les identifier, les structurer et de donner donc de structurer cette brique de NLP, cet algorithme, pour qu'il soit en mesure d'identifier les bonnes actions en fonction des inputs de l'utilisateur. Deuxième typologie d'information, c'est les entités. Les entités, donc c'est le nombre de personnes, l'endroit et la date. Ça, c'est tous les paramètres qui vont préciser l'action. Alors parfois, il n'y en a pas du tout, et parfois, il y en a plusieurs. Et donc ça, l'objectif, c'est aussi de venir entraîner l'algorithme à repérer les bons critères, les bonnes informations pour pouvoir derrière accomplir les bonnes requêtes dans les bases de connaissances ou les bases de données qu'il a à disposition. Donc très simple, c'est une intelligence artificielle qui est assez verticale, traitement automatique du texte, c'est de la compréhension du langage naturel. Je reviens à la slide précédente. Dans les chatbots non linéaires, vous voyez qu'il y a un changement de rapport puisque c'est l'utilisateur qui mène la danse. C'est l'utilisateur qui va formuler ses requêtes en langage naturel. Et grâce à la brique d'intelligence artificielle, on va avoir la possibilité d'interpréter cette requête et le bot va pouvoir la traiter. Donc c'est un changement de paradigme puisque c'est plus le bot qui parle à l'utilisateur et l'utilisateur qui est passif, c'est l'inverse. C'est le bot qui est passif, qui comprend, qui fait l'effort de compréhension et qui traite. Ce qui veut dire qu'en termes d'usage, on va être sur des usages qui peuvent intégrer beaucoup plus de fonctionnalités, des expériences beaucoup plus riches, et la promesse qui est que le chatbot va pouvoir mener une conversation directement avec l'humain est ici réalisée. La promesse est tenue.
Sur le même use case, rappelez-vous, quelques slides auparavant, on était sur une action simple qui est de réserver une table au restaurant, 41 secondes. Sur la même action, on va descendre à 13 secondes. Donc on voit la différence sur l'expérience. Pourquoi on arrive à faire ça? Tout simplement parce que l'utilisateur, puisqu'il est libre de s'exprimer, va pouvoir exprimer plus d'informations dans son premier input. Ici, s'il y avait la vidéo, on verrait que l'utilisateur vient et donne toutes les informations pour réaliser la requête directement sans que le bot ait besoin de poser des questions. Néanmoins, le bot serait assez intelligent pour comprendre qu'il lui manque des informations et derrière pouvoir poser les questions pour récupérer les informations manquantes. Donc on est dans une conversation qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intelligente. Dernier point, c'est un mélange des deux. On a des chatbots qui sont dits des chatbots hybrides, qui intègrent donc, qui sont bâtis sur des architectures NLP en langage naturel et avec des scénarios contraints linéaires. C'est le cas par exemple quand on a des chatbots qui intègrent des fonctionnalités de création de compte utilisateur, d'onboarding, ou alors des petits formulaires qu'on peut retrouver dans des chatbots. Un rappel sur les expériences et sur les différences entre le non linéaire et le linéaire. En termes de format, sur le linéaire, on a plutôt des boutons. Sur le non linéaire, on va plutôt avoir du texte. L'utilisateur va être beaucoup plus libre. C'est un arbre décisionnel sur du linéaire, très cadré. Sur du non linéaire, c'est la possibilité de demander ce que l'on veut au bot et d'avoir une réponse pertinente et contextualisée. Le maître de la conversation sur du linéaire, c'est le bot. On inverse, c'est l'utilisateur sur du non linéaire. Et ensuite, donc, on a une vraie différence sur la gestion des demandes off-script. Si vous sortez de l'arbre de décision sur un chatbot linéaire, vous n'avez plus la possibilité de demander autre chose. Le bot va vous répondre la célèbre phrase « je n'ai pas compris » ou « je n'ai pas la capacité de répondre à cette question » et va toujours essayer de vous ramener dans le flow sur lequel il a été construit. Ce qui est différent sur du non linéaire, puisque en cas d'incompréhension, on a la possibilité de sortir de l'incompréhension, soit avec de la reformulation ou par d'autres astuces. Ce qui veut dire qu'en termes d'expérience client, on a une expérience client qui est beaucoup plus fluide, intuitive et beaucoup plus de meilleure qualité in fine. Concernant les usages, alors là j'ai pris une phrase de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a été un des pionniers une des premières personnes en tout cas à croire en les bots et d'ailleurs l'a traduit par l'ouverture de l'écosystème Facebook Messenger très tôt, puisque c'est une des premières boîtes qui a ouvert une plateforme destinée à accueillir des chatbots. Donc chez Facebook, ils pensent que ça devrait être aussi facile d'envoyer un message à une marque que d'envoyer un message à un ami. Et leur objectif, c'est justement de venir rassembler les usagers, les utilisateurs, les clients des marques, les prospects des marques, et de les rapprocher de leur marque préférée. Les réseaux sociaux ont été une première étape dans le rapprochement entre les cibles et les marques. Le messaging devient une étape supplémentaire dans le rapprochement entre les marques et leurs cibles. Alors on peut faire des chatbots dans un univers B2C ou B2B. On va plutôt préférer des carrefours d'audience tels que Facebook Messenger, Skype. On a la possibilité de déployer des chatbots sur du SMS, sur des applications comme WeChat, Line, Telegram, Kik, Viber. Énormément de messageries aujourd'hui s'ouvrent et ouvrent leur plateforme pour accueillir des bots et accueillir des automates, donc des chatbots. On a la possibilité aussi de déployer des chatbots sur des sites internet ou sur des applications mobiles. En général, sur l'environnement B2C, les use cases peuvent être classés en 5 grandes familles. Premièrement, tout ce qui concerne la relation client, l'assistance, la réponse à des questions utilisateurs, le suivi, notamment sur un environnement de distribution, le suivi de ma commande et toute la gestion de livraison. On peut avoir un traitement avec une interface bot humain sur du service client pur. Là, l'objectif, c'est d'automatiser l'ensemble des requêtes de niveau 1 et de pouvoir réaliser une escalade vers l'humain quand l'humain est disponible pour pouvoir traiter des requêtes à forte valeur ajoutée ou un peu plus complexes.
Des chatbots qui sont concentrés sur la recommandation dans un univers de distribution, ce qu'on va appeler le commerce conversationnel, le C-commerce. C'est une nouvelle façon de faire de la vente sur des sites internet. Ça tourne souvent autour du conseil, de la recommandation ultra personnalisée, qui va prendre en compte beaucoup de paramètres de la connaissance client, pour pouvoir derrière avoir un conseil ultra personnalisé. Du service. Là, j'ai un exemple qu'on a réalisé il y a peu pour Auchan. C'est un service qui est destiné donc aux visiteurs des magasins ou aux gens qui font leurs courses sur Auchan.fr. Et c'est un chatbot qui va vous aider à choisir le meilleur vin en fonction d'une recette. Et ensuite, des expériences de marque. Donc là, c'est plutôt des expériences marketing, c'est de la communication et c'est une marque qui se raconte. Ça poursuit plutôt des objectifs de branding, une marque qui se raconte, une présentation produit, une expérience. On travaille par exemple avec plusieurs productions cinéma pour venir proposer des expériences conversationnelles immersives pour les sorties de films par exemple. Donc ça peut être aussi des chatbots qui peuvent remplir ces missions. J'ai parlé tout à l'heure de l'escalade vers l'humain. Sachez qu'un chatbot, en général, est une bonne interface parce qu'elle permet d'avoir une prise en charge d'un problème ou d'une requête utilisateur de façon immédiate et scalable. Il n'y a pas d'horaire de fermeture ou d'ouverture sur un chatbot, c'est tout le temps live et c'est normalement tout le temps disponible. Donc très immédiat. Mais parfois, on a besoin de mettre un humain derrière ces chatbots. Et pour ce faire, on peut aussi connecter des chatbots à des interfaces de live chat, comme par exemple iAdvise ou Sprinkler pour les plus connus. Et on peut aussi venir enrichir la conversation, personnaliser et contextualiser la conversation grâce à des interfaces qu'on va faire avec des bases de données ou des solutions. Là, on a mentionné Salesforce, mais il y en a d'autres. Et on va pouvoir aller chercher des informations sur les utilisateurs pour pouvoir venir personnaliser les échanges entre le bot et l'utilisateur. Donc on peut aller assez loin dans un univers B2B. Facebook propose aussi des chatbots, des fonctionnalités de chatbots qui sont plutôt communautaires. Donc c'est des chatbots, c'est des mini-fonctionnalités, là c'est des chat extensions, mini-fonctionnalités qui sont destinées à des expériences de groupe, en attendant d'avoir des chatbots qui sont capables de gérer des conversations multi-utilisateurs. C'est la next step chez Facebook. Et chez d'autres, l'objectif, c'est d'avoir un chatbot qui soit capable d'avoir le même statut que l'un de vos amis et de pouvoir échanger avec un ensemble de participants et de sortir de la logique one-to-one qu'on connaît aujourd'hui. La chat extension, c'est des mini-services, des mini-fonctionnalités que vous allez pouvoir appeler dans une conversation de groupe et qui vont donc permettre d'enrichir certaines fonctionnalités du bot ou d'avoir des logiques un peu plus communautaires de partage sur des fonctionnalités précises. Par exemple, la to-do list. Vous partez en voyage avec des amis, vous devez préparer votre voyage. Vous avez un chatbot qui va permettre de vous rappeler l'ensemble des choses que vous avez à faire avant votre voyage. Et vous pouvez partager votre to-do list pour répartir les tâches entre tous les membres de l'équipe qui va partir en voyage avec vous. Deuxième typologie d'environnement, c'est les chatbots à destination des employés, donc dans un environnement B2E, Business to Employee. Ces chatbots, leur ambition, c'est de venir faciliter la vie du collaborateur dans l'entreprise. Sur deux sujets principaux, il y en a d'autres, mais c'est en tout cas les deux sujets sur lesquels les usages se concentrent. Le support IT et la démarche RH. La démarche RH, c'est automatiser l'ensemble des demandes d'un collaborateur qui sont habituellement destinées au service RH ou au service support de l'entreprise. Combien est-ce que j'ai de vacances? Est-ce que je peux déposer mes vacances? Comment est-ce que je dois déclarer mes notes de frais? Quelle est la politique de remboursement ou de voyage sur mon statut? Et donc, c'est un certain nombre de questions qui vont être posées, qui aujourd'hui sont posées via téléphone ou email vers des humains. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des requêtes qui sont excessivement chronophages et très récurrentes, donc très automatisables. Et donc on va libérer les services RH ou les services IT du traitement de ces questions pour pouvoir derrière se concentrer sur des requêtes à forte valeur ajoutée ou sur leur métier premier qui est la politique RH ou la politique IT. Là, on va être déployé sur des interfaces conversationnelles qui sont aujourd'hui très populaires en entreprise, Skype for Business, Facebook Workplace ou alors Slack,
Et on va pouvoir aussi se connecter à toute une multitude de solutions qui sont présentes en entreprise. L'objectif de ces chatbots, bien entendu, c'est de proposer un comptoir unique, un pivot, disponible rapidement et accessible rapidement par l'employé. Et c'est une interface sur laquelle il va pouvoir poser n'importe quelle question et avoir une réponse automatique avec un seul point de contact. Ce qui n'est pas le cas des entreprises qui utilisent un certain nombre de solutions avec des portails qui éclatent les services sur un certain nombre de solutions. Donc là, l'objectif, c'est de rapatrier tous ces services dans un seul point de contact avec un seul point de relation et de pouvoir tout automatiser à l'intérieur de ce canal. Alors là, maintenant, on va faire un point sur les tendances et les usages pour essayer d'expliquer la révolution qui est en train de se passer et surtout pourquoi, vous donner des clés pour comprendre pourquoi aujourd'hui on parle autant des chatbots et pourquoi les chatbots sont amenés à rester et à s'installer dans votre vie, soit en tant qu'utilisateur ou d'un service ou client d'une marque, mais aussi dans votre entreprise ou alors dans vos fonctions ou dans votre périmètre professionnel. Petit retour en arrière, dans les années 2000 et un petit peu avant, on avait une multitude d'agents conversationnels qui étaient disponibles sur des sites internet. Là, j'ai pris l'exemple de celui d'IKEA. Il y en avait d'autres. Il y en avait sur les sites de grands opérateurs téléphoniques, sur les sites de services publics. La promesse de ces assistants, c'était de pouvoir vous aider et de pouvoir comprendre vos requêtes et de vous donner des réponses de façon immédiate sans que vous ayez à aller les chercher à l'intérieur de l'arborescence du site, qui à l'époque en plus était plutôt complexe. La promesse était partiellement tenue, on avait des algorithmes d'intelligence artificielle qui étaient assez peu performants sur la compréhension du langage naturel, on avait plutôt une logique de compréhension sémantique, ce qui veut dire qu'on avait des réponses qui n'étaient pas souvent très pertinentes et on avait un problème de qualité de réponse. Ce qui a fait que très rapidement, on a vu disparaître ce genre de dispositif au profit de champs de recherche. Et c'est l'époque où la recherche a fait énormément de progrès et où la recherche est devenue de plus en plus pertinente et facile à utiliser. Rappelez-vous, à partir de cette époque, tout le monde a commencé à parler le langage des moteurs de recherche. Et c'était assez marrant de voir que tout le monde se posait la question de savoir quel mot-clé il va falloir que je tape pour obtenir ma réponse. Et c'est là où en fait on a une réelle révolution, c'était le début, c'est que l'humain a commencé à se demander comment est-ce qu'il devait parler à la machine pour être compris. Et en 2015, on a eu une petite révolution. Là, j'ai pris l'exemple de Jam. Jam a été un des premiers services automatiques, donc un chatbot disponible au début sur téléphone via SMS. Et c'était la première fois qu'on avait un chatbot qui comprenait ce qu'on disait et qui pouvait répondre avec des réponses qui étaient plutôt pertinentes. Et c'est un changement complet de paradigme puisque pour la première fois, la machine a parlé le langage de l'humain. Rappelez-vous, les moteurs de recherche ont parlé le langage du moteur de recherche grâce au chatbot et à l'intelligence artificielle associée à la compréhension du langage naturel. C'est la machine qui vous comprend et qui parle votre langage. Et donc en soi, c'est une petite révolution, mais c'est une révolution qui a beaucoup d'impact, notamment au niveau de l'accessibilité des outils digitaux. Grâce à cette technologie, l'humain n'a plus d'excuses, puisqu'il est compris par la machine. Ce qui veut dire que tous les gens qui, votre grand-mère ou même vos parents à Noël qui vous disent « j'arrive pas à réserver un billet de train sur mon appli Voyage SNCF », donnez-leur le bot et dites-leur qu'ils maintenant ils n'ont plus d'excuses et qu'ils vous laissent tranquille. Et c'est là en fait où on voit qu'il y a une réelle démocratisation de l'outil et c'est un des moyens qui va permettre cette démocratisation de l'outil digital et sa démocratisation au sens large parce que la machine parle enfin le langage de l'humain. Et en 2016, Facebook, qui a pris une part et qui continue à prendre une part de plus en plus grande dans la vie de chacun d'entre nous, annonce l'ouverture de Facebook Messenger aux développeurs tiers. C'est à peu près le même impact que quand l'iPhone, en 2008, a été présenté et que Steve Jobs a annoncé que n'importe quel développeur pouvait venir développer un service sur l'App Store et le mettre à disposition des utilisateurs dans le monde entier.
C'est une innovation de rupture. Facebook Messenger suit le même chemin avec les bots et autorise n'importe quelle marque, n'importe quel développeur à venir développer un service conversationnel qui vivra sur Facebook Messenger. Et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à comprendre que les chatbots n'étaient pas juste un effet de mode, mais étaient une nouvelle typologie d'interface qui amenait de la valeur à l'utilisateur et qui était fait pour rester. C'est dû à 2 facteurs principaux. Premièrement, les usages. Les usages, petit à petit, on a vu les usages de l'Internet se déporter sur le mobile pour aujourd'hui être plutôt la part du trafic Internet sur mobile et le temps d'utilisation d'un mobile et d'applications mobiles est devenu plus grand que celui qu'on passe sur desktop et du trafic qui émane des desktops. Donc le mobile first, tout le monde se sert de son mobile de plus en plus pour utiliser des services et être connecté à Internet. C'est ce qu'il faut retenir. Le messaging, plus de 2 milliards d'utilisateurs prévus dans le monde sur les interfaces de messagerie. C'est une grande partie de la population et c'est en train de croître plus vite que jamais. Donc le messaging et le fait qu'on soit mobile first, on passe du temps à converser avec tout le monde sur son mobile et de plus en plus de temps. Deuxième chose, les progrès techniques. Pour faire un chatbot, on a besoin effectivement de comprendre ce que nous dit l'utilisateur, de comprendre ce que nous dit l'humain, mais on a aussi besoin d'avoir accès à des données qui soient des données structurées, de bonne qualité et rapidement accessibles, avec lesquelles les algorithmes vont pouvoir communiquer très rapidement et échanger énormément d'informations. C'est possible grâce au cloud. Et on a eu, sur les 10 dernières années, une adoption du cloud et de la technologie cloud, vraiment une démocratisation de cette technologie. Et deuxièmement, les progrès qu'on a fait sur la compréhension du langage naturel. Voici les facteurs techniques qui expliquent qu'aujourd'hui, les chatbots sont prêts à être déployés, démocratisés et vont être performants, beaucoup plus performants que les services que vous pouvez trouver aujourd'hui sur des sites internet ou des applications. Alors ça pose la question de est-ce qu'on va vers la fin des applications ? On peut se poser la question revient de plus en plus souvent. Moi j'y réponds avec des chiffres et des tendances. On voit en fait que le temps passé sur les mobiles et sur les applications augmente. Donc on se dit c'est plutôt bon pour les applications, c'est plutôt une bonne chose puisque de plus en plus on passe du temps à utiliser notre smartphone sur des applications. Quand on regarde ce qu'on va appeler les millennials, les 18-24 ans et avant, mais ils ne sont pas dans l'étude, on voit que par jour, cette catégorie de la population passe plus de 3 heures sur son téléphone à utiliser des applications mobiles. Donc c'est une bonne nouvelle et on se dit, bon, on est en train de répondre à la question qui est que non, en fait, les applications vont continuer d'exister. On va aller un peu plus loin sur le raisonnement et on va regarder combien de nouvelles applications sont installées par mois par les utilisateurs de smartphones. Et là, on commence déjà à avoir une réponse qui est un petit peu plus honnête, qui est que finalement, toutes les applications qui se trouvent sur votre mobile sont téléchargées et vous n'en téléchargez pas beaucoup d'autres, pas beaucoup de nouvelles. Donc il y a un problème sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs sur les applications, ce qui explique que les utilisateurs sont de moins en moins attirés par les nouveaux entrants sur le marché des applications et par les nouvelles applications, puisqu'ils n'en téléchargent plus beaucoup. Et dernier point, ça c'est les applications les plus utilisées et les plus installées sur les mobiles, les smartphones. Et on voit en fait que dans le top 3, il y a Facebook Messenger. Et dans le top 10, il y a Snapchat, Facebook Messenger et Instagram, qui sont toutes des applications plus ou moins conversationnelles. Facebook Messenger est 100% conversationnel au même titre que Snapchat. Et Instagram est en train de faire sa mue pour devenir une application de plus en plus conversationnelle. Et on voit en fait que la domination des applications de messagerie ou de messaging est telle que le temps passé sur les messageries, finalement, on regarde 3 heures pour les 18-24 ans, se concentre sur des applications qui sont plutôt des applications soit sociales, Facebook, YouTube,
ou alors des applications de messagerie. Les applications de messagerie, rappelez-vous, c'est là où on trouve les bots. Si on va encore un peu plus loin dans ces chiffres, on voit que Facebook Messenger, sur chacune des tranches d'utilisateurs, des tranches d'âge, occupe le top 5, la 3e place ou la 4e place, dans les applications qui rassemblent le plus d'utilisateurs uniques par mois. Donc on voit que les chatbots sont très accessibles puisqu'il y a énormément d'utilisateurs sur Facebook Messenger, que Facebook Messenger est utilisé par les millennials, mais aussi par les autres couches d'utilisateurs, tranches d'âge. Ce qui est plus surprenant, c'est les plus de 55 ans, où on voit que Facebook Messenger arrive dans le top 3. Ce qui veut dire qu'on est déjà dans un usage transgénérationnel et que cet usage n'est pas un usage qui est réservé à une élite dans la population ou des early adopters ou une typologie particulière d'utilisateurs. C'est un usage qui est déjà démocratisé. La prochaine étape, c'est de donner envie aux gens d'utiliser des chatbots. Mais ils sont déjà en train d'utiliser le messaging, le canal du messaging, et d'utiliser quotidiennement ce canal pour avoir des interactions avec d'autres humains et pourquoi pas avec des marques déjà. Alors, on a partiellement répondu, en tout cas vous ferez votre réponse, mais on a déjà donné des éléments sur la transition qui est en train d'arriver et on est en train de passer d'un environnement très orienté vers les apps à un environnement très orienté vers le conversationnel. Forcément, les marques doivent prendre en compte ce changement, cette révolution et s'adapter. Elles doivent s'adapter notamment au niveau de la relation client, qui est une relation qui leur est chère, c'est les interactions avec leurs clients, ce qui leur rapporte de l'argent. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui pour les marques de se poser la question de qu'est-ce que sera ma relation client demain, au fur et à mesure que mes utilisateurs vont entrer en âge de devenir des consommateurs, et qui vont avoir donc des exigences qu'aujourd'hui j'ai du mal à traiter, avec des enjeux auxquels j'ai du mal à répondre. La relation client va devoir se réinventer, et elle va devoir se réinventer autour de nouvelles typologies d'usage, poussées par des nouvelles typologies de consommateurs, que sont les millennials. Les millennials, qu'est-ce qu'ils veulent? Les millennials, ils ne sont pas habitués à attendre. Les millennials, ils ont besoin d'avoir une occupation de leur temps qui est très efficace, très optimisée. Ils font d'ailleurs souvent beaucoup de choses en même temps, et j'en fais partie, puisque j'ai 30 ans, j'espère que je rentre dans la partie millennials. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie d'attendre, on est habitué à avoir tout de suite, et à être toujours très exigeant par rapport à l'immédiateté. Et l'immédiateté, c'est un des avantages du chatbot. Quand l'utilisateur d'un service ou le client d'une marque a un problème, il n'a pas le temps d'attendre. Et il a de moins en moins le temps d'attendre, parce qu'on l'a habitué à ça. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément dans la relation client des services qui lui permettent d'obtenir une réponse à son problème ou une réponse à sa question de façon immédiate. Le chatbot remplit une partie de cet enjeu, puisque le chatbot est disponible 24 heures sur 24, sur des canaux qui sont déjà utilisés par le client, avec un traitement de l'information et une réponse qui est quasi immédiat. Deuxième chose, l'ubiquité. C'est très important pour une marque d'être partout et disponible partout. On parle beaucoup du cross-canal, de l'omnicanal. L'ubiquité, c'est un enjeu qui est fort, c'est que l'utilisateur ne doit pas avoir à chercher un point d'accès ou un point de contact avec sa marque, avec son service client ou avec le service qu'il cherche à avoir. Il faut qu'il le trouve là où il est, là où il se trouve. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de chatbots de marques se déployer sur des messageries qui sont déjà des carrefours d'audience. Et c'est un des aspects qui est cher à Facebook Messenger et qui est un des facteurs clés de succès sur l'ouverture de leur plateforme, c'est qu'il y a déjà
1 million de personnes par jour, enfin c'est pas 1 million, mais énormément de personnes qui interagissent sur la plateforme, donc qui se trouvent déjà là, qui ont l'habitude d'échanger sur ce carrefour, et qui du coup vont naturellement s'orienter vers ce canal pour venir parler aux marques. Le contexte, c'est très important. Dans un monde où on explique que la data est partout, que les données personnelles ne sont plus privées, mais qu'elles appartiennent à tout le monde, qu'elles circulent librement, on peut être contre, mais en tout cas c'est une réalité, l'utilisateur n'a plus l'habitude de devoir expliquer son problème et de devoir expliquer qui il est. Et les millennials en particulier. Parce qu'on a habitué les millennials à être reconnus partout où ils allaient. Et cet enjeu d'ultra-personnalisation et d'ultra-contextualisation des échanges entre une marque et ses publics est un enjeu fort qu'on va pouvoir combler en partie grâce aux chatbots. Je l'ai dit tout à l'heure, les chatbots sont des outils d'automatisation qui peuvent être connectés à des outils CRM. L'enjeu ces 10 dernières années pour les marques, c'était d'enrichir la connaissance client et de pouvoir garantir de stocker des données sur les gens et sur leur comportement, qui soient des données qualitatives, à jour et facilement accessibles. Les chatbots utilisent ces données pour venir personnaliser dans une relation où la marque parle en direct, dans une relation très intime, puisqu'on est toujours en one-to-one avec sa marque, quand on utilise un chatbot. La contextualisation et la personnalisation vont être très fortes, et c'est un des enjeux, d'ailleurs, qu'on va poursuivre avec les chatbots, le fait de pouvoir personnaliser la relation client et contextualiser la relation client pour faire en sorte de servir l'utilisateur et de créer de la valeur sans qu'il ait l'obligation de venir se présenter et expliquer son problème. Donc on est dans de l'anticipation, dans du prédictif et dans de la contextualisation qui vont servir des enjeux de personnalisation de l'expérience client. Et ça, c'est un enjeu fort. Et ça rejoint un des aspects qui est que tout le monde a une histoire avec les marques et que cette histoire, la plupart du temps, quand vous appelez un service client, en général, elle n'est pas connue. Ou elle est partiellement connue. Le chatbot, puisque c'est un agent conversationnel qui va vous suivre et avec qui vous allez avoir des relations de plus en plus fréquentes, va pouvoir stocker l'ensemble des informations que vous lui donnez et pouvoir les réutiliser à l'avenir. Ce qui veut dire que le chatbot, sur une perspective de moyen et long terme, va être l'outil qui vous connaît le mieux qu'un vendeur, mieux qu'un conseiller. Et donc on va voir une ultra-personnalisation de la relation client grâce justement à l'historisation de la relation que vous avez avec la marque. Ce qui est un enjeu fort et ce qui, in fine, à destination de l'utilisateur, va avoir un bénéfice qui est un bénéfice de gain de temps et de valeur, puisque je serai reconnu par ma marque et je serai traité en tant qu'individu, fidèle ou non à la marque, mais en tout cas en tant qu'individu et plus en tant que personne lambda qui s'adresse à un service client avec un problème. Tout ça pour dire que la vision que l'on développe chez The Chatbot Factory et que l'on a et qu'on partage avec certains acteurs du marché, c'est que le chatbot doit devenir et va devenir le pivot de la relation client parce qu'il permet de personnaliser la relation client, il la rend immédiate, ultra disponible et il permet d'avoir accès à une multitude de services à un seul endroit, qui est en plus un endroit sur lequel on passe déjà beaucoup de temps, parce qu'on a l'habitude de parler avec ses amis sur ces canaux. Donc le chatbot va devenir le pivot de la relation client et va permettre d'améliorer la relation client, notamment avec des axes de personnalisation et de contextualisation très forts. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que cette présentation vous a donné envie de poser des questions? Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais faire ça. Merci pour la présentation.
Moi, ma question, elle est, je ne sais pas trop comment la poser. Là, de tout ce que tu nous montres comme exemple, Oui. Les phrases, elles sont en anglais. Et nous, on est en France. Et en fait, j'ai l'impression que selon les langages, c'est plus facile d'interpréter ce que l'humain va dire pour une machine que d'humain à humain. Quelles sont les différences que toi, tu constates dans ton quotidien si tu fais des chatbots en français qui vont être des problèmes alors que tu ne les rencontres pas si c'est des chatbots en anglais? Alors, en fait, les modèles d'intelligence artificielle sur la NLP sont pas sensibles ils sont pas connectés à un dictionnaire. Le modèle de l'algorithme de NLP, c'est de pouvoir créer des patterns et des modèles de compréhension à partir d'un certain nombre de data. Ce qui veut dire que peu importe la langue sur laquelle on va développer le chatbot, c'est l'entraînement qu'on va faire de la brique, la data qu'on va donner à la brique de NLP qui va définir la capacité de la NLP à être plus ou moins bonne sur la compréhension de telle ou telle intention. Donc le registre de langage, ça va avec. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut entraîner une brique de NLP à comprendre son propre langage, un langage soutenu, mais aussi un langage un peu moins soutenu. Et d'ailleurs, on a des cas, aujourd'hui, on entraîne des chatbots sur du langage jeune, sur du kiff, j'ai le seum, avec des abréviations, etc. On a la possibilité aussi de venir comprendre et interpréter les emojis et de comprendre beaucoup de choses dans la conversation. Donc on en est encore aux prémices de ce genre d'intelligence, mais en tout cas on a des choses qui commencent à arriver sur le marché, qui remplissent ces missions et qui vont de plus en plus loin sur la compréhension du langage. Donc on a vu beaucoup de choses effectivement en anglais, tout simplement parce que mes slides reprennent des exemples marchés qui sont les plus connus, et malheureusement c'est souvent des applications des chatbots qui sont en anglais. Mais le français, on peut faire aussi des chatbots en hébreu, en russe, en chinois, peu importe, on n'est pas sensible à l'alphabet ni à la sémantique. Voilà. Merci. D'autres questions derrière? Bonjour. Est-ce qu'il est possible de faire des transactions de paiement via chatbot? Alors, ça va dépendre du canal qu'on va choisir. Facebook Messenger teste des fonctionnalités transactionnelles directement dans la conversation. Nous, quand on doit faire des transactions, pour l'instant, on les développe en WebView dans Messenger, par exemple, sur du B2C, ou sur le site Internet, on peut aussi. Après, il n'y a pas de règle. À partir du moment où c'est une WebView, on est dans l'environnement de l'entreprise, donc on peut tout faire effectivement. L'expérience est un peu moins, le parcours utilisateur est un peu moins fluide parce qu'effectivement on va avoir en surcouche une WebView, bien qu'on ne quitte jamais l'application de messagerie. On va quand même avoir cette disruption dans le parcours avec une nouvelle typologie d'interface qui est donc transactionnelle pour valider un paiement ou un panier et après retourner dans la conversation. Voilà. Mais on peut faire du conversationnel, c'est le début. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de la démocratisation de l'usage. Les utilisateurs ne sont pas encore habitués à payer dans Messenger. Donc ça va petit à petit arriver. Au début, on va acheter des pizzas, des choses assez peu coûteuses. Et petit à petit, on va dépenser des plus gros montants et payer des plus gros montants dans Messenger sûrement ou sur d'autres messageries. Je crois qu'il y avait une question juste derrière. Quoi qu'il en soit, je suis disponible. Je vais être à l'extérieur et dans le village. Donc si vous voulez, vous me reconnaîtrez, j'ai un pull qui me trahira. Donc je suis disponible pour répondre à vos questions sans aucun souci. Dernière chose, donc il y a un certain nombre d'exemples que je vous ai mis. Si vous voulez retrouver cette présentation, elle est disponible sur cette URL, donc vous avez tous les slides. Si vous voulez la consulter ou la partager, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de le consulter librement et elle restera en ligne quelque temps. Merci beaucoup.